Bienvenue dans cette vidéo, encore une fois, full valeur, dans laquelle aujourd'hui on va voir ensemble les 25 questions Meta Ads les plus recherchées sur Google. Alors j'ai un petit peu triché, pourquoi? Puisque les 25 questions sont des questions également que je peux retrouver en rendez-vous, qu'on pose souvent en DM, que ce soit sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube ou même LinkedIn. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange, une hybridation entre les questions les plus recherchées sur Google par rapport à Meta Ads et les questions qui sont les plus pertinentes selon moi. Il y a plein de niveaux, on va avoir des choses qui sont très basiques au niveau du pixel, au niveau de la configuration et des choses un petit peu plus poussées qui, je suis sûr, t'intéresseront énormément. Petit disclaimer avant de partir sur la première question, tu pourras retrouver dans la description sur le premier lien 50 créa top performance totalement offertes et sur le deuxième lien un petit audit ads offert qu'on fera ensemble. On prendra quelques minutes et puis on pourra échanger, tu auras beaucoup plus de clarté et ça te permettra, ces deux ressources, d'avancer énormément. Donc on ne perd pas plus de temps et on part sur la première question qui est une question assez bateau et mais qui reste très pertinente. Je le disais tout à l'heure, comment installer le pixel Meta correctement? Donc il y a une réponse qui est très simple à ça. Va directement sur Shopify, WooCommerce ou encore une fois ce que tu utilises et vérifie sur Event Manager tous les événements, View Content, Add to Cart, Purchase, etc. Et vérifie qu'ils sont donc bien tous configurés et qui matchent avec ta boutique pour comment dire, des fournisseurs de boutiques comme Shopify, WooCommerce, etc. C'est très simple. Il y a juste à installer l'application, notamment sur Shopify que j'utilise beaucoup, et ensuite allier les comptes. Et c'est très rapide. Les pixels sont créés en, encore une fois, même pas 5 minutes. Et franchement, c'est hyper simple. Donc, s'il y a besoin de creuser et de voir la partie technique, je te conseille de regarder des tutos un peu plus précis sur YouTube. Mais c'est quand même hyper important de bien configurer son pixel. Question numéro 2. Qu'est-ce que le Conversion API, le CAPI ou l'API de conversion en français, tout simplement? C'est un tracking côté serveur qui complète les données du pixel qui lui est côté navigateur. Donc il améliore la fiabilité des conversions et surtout en post iOS 14. Ça fait un petit moment iOS 14, mais au final ça a eu tellement d'impact qu'aujourd'hui on est toujours obligé, on a toujours des difficultés à traquer correctement. Et il y a plusieurs niveaux de tracking que je vais rappeler ici, même si je l'ai déjà fait plein de fois. Il y a le pixel, au-dessus il y a l'API qu'on vient de voir juste ici. Et au-dessus, il y a encore du server-side, donc c'est un tracking côté serveur qui est encore plus poussé avec comment dire, une partie technique qui est très poussée, que je pourrais pas développer dans cette vidéo par faute, encore une fois, de temps, mais qui est encore une fois très poussée et qui apporte énormément de remontées de données et ce qui est essentiel pour progresser, surtout quand on dépense de plus en plus en publicité. Question numéro 3, quelle fenêtre d'attribution choisir? C'est une question pareil qui est toute bête, mais par défaut, choisis toujours 7 jours, clics par vue de jour, par un vue jour, je vais y arriver. 7 jours, clics par un jour vu. Voilà, tout simplement. En acquisition pure, reste vraiment là-dessus, reste sur ce paramètre qui est par défaut. Et en retargeting, tu peux tester le 1 jour clic pour plus de précision, mais honnêtement, moi, pour tous mes clients, la plupart du temps, je dirais que dans 98-99% des cas, on reste sur ce paramètre qui est par défaut. C'est d'ailleurs vrai pour beaucoup de paramètres sur Meta. La plupart du temps, il ne faut pas se casser la tête. Le temps qu'il faut passer en publicité, il se passe sur la partie créative. Question numéro 4. Combien de conversions avant de scaler? On dit minimum 50 conversions par adset par semaine pour laisser l'algo apprendre. Et ensuite, on peut justement toucher peut-être un petit peu au budget, à certaines modifs, etc. Mais commence à scaler dès que ton ROS est stable autour des 3-5 jours. Ça, c'est encore une fois des règles qui sont plutôt générales. Ça dépend de pas mal de facteurs aussi et je ne peux pas dire que ça s'applique dans 100% des cas, mais la plupart du temps, on reste vraiment sur cette base-là, que j'ai déjà d'ailleurs évoqué dans d'autres vidéos. Question numéro 5. Comment éviter les commentaires négatifs? Alors ça, j'en ai fait un short qui, je crois, n'est pas encore sorti, mais c'est vraiment essentiel de comprendre qu'ils sont inévitables. Mais il signifie que ta pub, justement, ne laisse pas indifférent. Ça marche. Parfait. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Honnêtement, les commentaires négatifs, si ta publicité elle marche et que c'est pas catastrophique au niveau des commentaires négatifs, laisse-les, on est tranquille et encore une fois, tu fais des ventes et c'est vraiment l'objectif conversion. Il y a beaucoup de marques qui, dès qu'elles ont un commentaire négatif, elles sont frustrées, elles veulent supprimer la publicité, elles veulent même arrêter la publicité alors qu'elles sont hyper rentables, elles font beaucoup d'argent, beaucoup de ventes. Mais il y a vraiment ce facteur, encore une fois, inévitable dans le sens où en organique, déjà, les haters, ils sont là, ils vont mettre des commentaires négatifs. Alors en publicité où on a cet objectif conversion, c'est d'autant plus le cas. On va vraiment, enfin, c'est pas une règle générale pareille, mais il y a, comment dire, il y a beaucoup plus de chances
d'avoir des commentaires négatifs qu'en organique parce qu'on a cet objectif conversion. Et ce qu'il y a, c'est que les commentaires négatifs, déjà, on peut y répondre parce que ça permet de casser des objections directement dans les commentaires des publicités que d'autres personnes peuvent avoir, ces objections. Et on peut utiliser également, encore une fois, les haters dans des créas, de faire des créas humoristiques et sur certaines marques, ça s'applique très bien et ça fait des ravages. Question numéro 6, comment structurer mes campagnes ? C'est très très simple, encore une fois, ce genre de questions se pose normalement quand on se lance en publicité ou pour des marques qui ont du mal et qui vraiment galèrent à trouver une structure de campagne qui marche. Mais la structure de campagne la plus simple que je peux recommander le plus, c'est d'avoir une campagne en acquisition, une campagne en retargeting et une campagne de test qui est optionnelle. Une campagne de test, ça permet vraiment de tester très précisément. De plus en plus, on voit simplement une mono-campagne sur beaucoup de marques qui ne font même pas de retargeting, qui ont une seule campagne acquisition, retargeting, il n'y a aucune exclusion, il n'y a aucune restriction, rien du tout, ils mettent toutes leurs créas dedans. Ce que je conseille quand même, c'est de garder une campagne en acquisition, une en retargeting et encore une fois, peut-être d'ajouter une campagne de test créatif pour tester vraiment minutieusement. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une structure claire, c'est une lecture claire, c'est un scaling qui est possible et des résultats à long terme. Donc il faut vraiment garder ça en tête. C'est vrai dans beaucoup de choses, il faut rester dans la simplicité et dans la clarté. Question numéro 7, CBO ou ABO, ça c'est une grosse question aussi que je retrouve beaucoup. ABO, si tu as un petit budget, je te le conseille, ou si tu as besoin de contrôles qui sont plus précis, notamment pour du testing sur une campagne de test créatif, on le disait tout à l'heure. Et CBO, dès que tu veux scaler, tu commences à avoir plusieurs adsets, même si encore une fois, au niveau des campagnes, on réduit le nombre d'adsets au maximum, sauf dans la campagne de test. Donc le CBO ou l'ABO, encore une fois, ça dépend de pas mal de cas de figure. Et c'est vraiment aussi et surtout, je pense, une question de préférence en termes de gestion publicitaire. Et je l'ai noté, le CBO est quand même plus intéressant quand on veut scale, parce que l'algo gère mieux la répartition du volume. Voilà, tout simplement. Question numéro 8, audience broad ou lookalike. Alors, le broad est beaucoup plus intéressant que le lookalike depuis 2023. L'algo est bien plus intelligent que les segments qu'on peut lui offrir. Et les lookalike sont à tester. Ils sont pas du tout à négliger parce que pendant un moment, c'était vraiment une mine d'or. Pour le coup, moi, je les utilise plus. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai plus de cas dans lesquels j'utilise les lookalikes. Encore une fois, le broad est tellement puissant maintenant avec l'algorithme, avec l'intelligence artificielle et l'Advantage Plus que je ne conseille pas forcément, mais ça reste à tester. On ne sait jamais s'il y a un petit budget à y allouer, pourquoi pas. Question numéro 9, dois-je exclure mes clients? D'ailleurs, juste pour rebondir sur la question 8, les audiences broad ou lookalike ou intérêts, pour moi, les lookalike sont moins intéressants, les intérêts sont un peu plus intéressants que les lookalike et le broad est vraiment tout au-dessus, juste pour rebondir là-dessus. Dois-je exclure donc mes clients? Oui, pour l'acquisition, c'est quelque chose que je conseille énormément et utiliser plutôt une campagne de post-achat. Par exemple, exclure ses clients de sa campagne d'acquisition, voire même de sa campagne de retargeting, et d'avoir dans sa campagne de retargeting un adset spécifique, ou même une campagne à part entière, mais c'est mieux de l'avoir dans la campagne de retargeting, un adset spécifique ciblé post-achat pour les acheteurs, pour, encore une fois, augmenter la lifetime value. Question numéro 10, comment éviter la cannibalisation? Il suffit d'avoir une structure claire. Une audience égale un message égale un adset et utilise bien les exclusions entre tes campagnes, clients, acheteurs, visiteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que tout ça au niveau du ciblage, ça se cannibalise et pas non plus au niveau du contenu créatif, donc évidemment du message, des créas et c'est ce que je disais avec la structure qui est claire juste au-dessus. Question numéro 11, combien de créas actives? Alors je te conseille d'en avoir minimum 3 par adset, ça dépend pareil, beaucoup du budget. Si on se lance, évidemment 3 par adset, c'est bien, c'est correct, mais si on a une marque qui commence à dépenser plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, j'allais dire par jour, mais même par jour, même par mois, enfin, plus il y a de budget, encore une fois, plus il va falloir avoir de publicité par adset, sinon, encore une fois, ça va tourner en rond et malheureusement, la fatigue psychologique, créative, dont j'ai déjà parlé dans plein de vidéos, va survenir. Donc, encore une fois, minimum 3 par adset, jusqu'à 10 si des budgets qui sont conséquents, c'est ce que je disais. Meta teste tout et s'il y en a trop peu, il n'y aura pas assez de data et s'il y a trop de créa, ce sera de la dispersion et malheureusement, des marques qui se dispersent trop, qui dispersent trop leur budget sans pour autant le vouloir, j'en vois énormément. Question numéro 12, test. Au niveau des tests, est-ce qu'on lance une vidéo qui est seule ou on a une stratégie derrière? Les vidéos seules, c'est pas mal pour tester un format en fait. Sauf que la stratégie, ça permet justement d'aller tester un angle, un message, un persona, quelque chose qui est plus profond. En fait, la vidéo seule permet de tester la forme de la créa et la stratégie permet d'aller tester le fond. C'est aussi simple que ça. Les deux sont utiles. Mais je te conseille de privilégier le test du message
avant la forme, du fond avant la forme. C'est ce que je dis souvent parce qu'on va tester l'angle, on va tester qu'est-ce qui marche le mieux et après on va itérer sur des formats et notamment, encore une fois, avec des vidéos seules. Question numéro 13, le scroll stop rate est-il plus important que le ROS? J'ai envie de te dire que oui, surtout à court terme, puisque un bon scroll stop, je vais y arriver, j'allais dire un bon stop scroll, c'est un signal qui est fort que ton hook il marche, que ta publicité elle retient l'attention, mais le seul juge final ça reste l'achat, ça reste la conversion qu'on va tous chercher en publicité et donc évidemment le ROS a un impact qui est important. Il y a plein de data qui sont utilisées et je ne vais pas prendre le temps dans cette vidéo parce qu'elle serait beaucoup trop longue de tous les détailler, mais encore une fois le scroll stop rate c'est un indicateur de haut de funnel, de début de funnel et le ROS c'est un fin de funnel puisque c'est là où on va chercher la conversion finale. Donc les deux sont intéressants à voir au niveau des tests, au niveau de ta structure et de ce que tu mets en place, quel est le plus pertinent. Question numéro 14, peut-on A/B tester les images statiques? Oui, tu peux le faire directement via les A/B tests natifs ou simplement dans différents adsets. En gros, tu as une petite option avec une petite fiole, en tout cas quand je tourne cette vidéo, c'est comme ça, une petite fiole de science et c'est marqué A/B test pour A/B tester, encore une fois. Ou alors tu peux directement A/B tester, encore une fois, tu crées deux adsets et dedans tu modifies pas les adsets, le ciblage, rien, juste la créa, la statique et change un seul élément à la fois, encore une fois, que ce soit un visuel, un copywriting, un call to action, voilà, change une seule chose pour bien A/B tester et voir, identifier qu'est-ce qui marche le mieux dans la créa. Question numéro 15, UGC ou Créa Pro? Ça dépend beaucoup. Les UGC fonctionnent mieux en acquisition. Elles sont très spontanées, très humaines, très authentiques et c'est ça qui marche beaucoup. Les Créa Pro, elles sont à garder pour du branding, pour du retargeting ou de la conversion. Pour autant de la conversion, je l'ai noté, mais j'en suis pas forcément convaincu. Ça permet de rassurer énormément et notamment pour du très haut de funnel ou du très bas de funnel, c'est intéressant. Entre les deux, on met de l'UGC. Qu'est-ce que j'entends par du très haut de funnel? Ça reste de la notoriété pour aller chercher des signaux avec des campagnes de notoriété, etc. Ça peut être carrément intéressant d'avoir des vidéos pro orientées branding. Et pour du retargeting, pour rassurer, pour rappeler quelle est l'histoire, la mission profonde de la marque, etc., ça peut être carrément intéressant. Mais pour autant, entre les deux, c'est vraiment UGC à fond. Et le mix des deux, c'est la meilleure stratégie, c'est ce que je disais avec du branding en très haut de funnel, en haut de funnel, milieu de funnel de l'UGC et en bas de funnel de l'UGC et de la Créa Pro pour le branding. Question numéro 16, à quelle fréquence changer les créas? Donc ça c'est une grosse question qui revient beaucoup. Moi, ce que je peux te donner comme indication, c'est que dès que tu vois ton CTR qui chute, que le ROS il baisse, ou tous les 10-14 jours en scaling, il va falloir que tu actualises les créas. Il faut aussi que tu anticipes, et ça je le rappelle énormément, mais c'est hyper important, anticipe la fatigue créative. Change les angles, pas juste les visuels, essaye de tester continuellement, il faut avoir un rythme toutes les semaines, j'allais dire tous les jours, mais ça dépend encore une fois des marques, du volume, du budget, de la stratégie, de tout ça. Mais il faut être constant toutes les semaines au minimum, sortir des nouvelles créas, tester des nouveaux angles, des nouveaux visuels, des nouveaux formats, particulièrement l'angle, je l'ai noté ici, pas uniquement le visuel et la forme, le fond aussi, donc l'angle encore une fois. Mais il faut anticiper cette fatigue créative et quand tu vois ton CTR qui chute, ton ROS qui baisse, etc., ce que je te disais, essaye d'actualiser et de désactiver les pubs qui ont des statistiques qui sont un petit peu à la baisse. Question numéro 17, comment optimiser la landing page? Donc, vraiment mobile first, l'expérience utilisateur d'abord, la vitesse, la clarté, peu de texte, un call to action qui est visible dès le départ et essaye toi-même ton checkout, tu n'as plus qu'à le tester, tu fais un petit test rapide, express et puis tu vois encore une fois, tu identifies les points d'amélioration potentiellement, mais il faut que ce soit très rapide, qu'il y ait de la clarté, de la simplicité et qu'encore une fois, la personne ne se perde pas partout, elle sache où aller, elle défile, elle achète et hop, c'est bon, c'est fait. Avant même qu'elle ait eu le temps de comprendre entre guillemets, mais il faut que ce soit très optimisé, qu'il y ait peu de friction. Question numéro 18, comment simplifier le tunnel, le funnel d'achat? Donc réduire les étapes, c'est idéal pour un produit. Réduire les étapes au maximum, ouais, c'est idéal. Produit, panier, paiement, c'est aussi simple que ça en 3 étapes. Supprime tout ce qui ne pousse pas à l'action, c'est ce que je disais juste au-dessus, encore une fois, comment optimiser la landing mobile, comment optimiser le funnel d'achat. On ne veut pas de friction, absolument, c'est hyper important à garder en tête et à impliquer le plus vite possible parce que la friction est égale une perte énorme de conversion et encore une fois, quand on fait de la publicité, quand on paye son placement, on paye sa visibilité, c'est carrément dommage de perdre des ventes à cause de ça. Question numéro 19, comment augmenter les l'AOV, donc le panier moyen en français?
Ça, c'est très très simple, encore une fois, ça passe par des packs, des bundles, des upsells, des offres en quantité, des upsells, donc je le disais, en immédiat, avant le checkout, du cross-sell en post-achat. On va aller chercher également, le post-achat rentre pas vraiment dans le panier moyen parce que le post-achat, on va aller surtout chercher de la lifetime value, mais finalement, à long terme, ça reste un panier moyen finalement à l'année, si on le lisse sur l'année, qui est important, mais toujours est-il que encore une fois, via les packs, via les bundles, via les offres en quantité, c'est hyper important et il y a déjà gros à faire. Question numéro 20, quelle offre convertit le mieux? C'est une question que j'ai pas mal aussi en DM. Une offre qui est claire, qui est désirable et qui est urgente. Je pense que ça peut vraiment se résumer à ces 3 points-là. Il faut que ce soit clair, désirable, urgent. Par exemple, un acheté égale un offert jusqu'à ce soir minuit. Ça, c'est hyper simple. Il y a beaucoup de marques qui pourraient le mettre en place. Simplement, il faut programmer les bonnes choses, les bonnes offres sur la page produit, directement sur la publicité, etc. Et encore une fois, on coupe les publicités à tel moment, on coupe l'offre à tel moment sur Shopify, tout est programmé, il n'y a plus qu'à laisser. Et cette offre, encore une fois, limitée dans le temps, il y a de l'urgence, etc. C'est très fort. Il faut tester est obligatoire, je l'ai noté. Les meilleures offres sont souvent les plus simples, donc ça c'est à garder à l'esprit, mais tester, toujours. Encore une fois, c'est comme en publicité, on va peut-être se dire que des fois une offre elle va être incroyable, celle-ci là, il faut absolument que je la teste, ça va être génial, je vais faire... je sais pas, 10 000 euros dans la journée. Pour autant, des fois, c'est hyper décevant et c'est pour ça qu'il faut tester, il ne faut pas se décourager et toujours renouveler ses offres régulièrement pour apporter aussi de la nouveauté via ce côté offre. Question 21. Que montrer en retargeting, c'est pareil, j'arrête pas de le dire, mais des questions que je reçois vraiment souvent. On va montrer en retargeting 3 types de contenus. On va apporter de la preuve sociale pour voir que les autres ont acheté, qu'on n'est pas le premier et qu'on on va pas se faire arnaquer. On va apporter des offres comme on le mettait justement en avant tout à l'heure. Ce genre d'offres, ça va être très intéressant en retargeting surtout et beaucoup moins en acquisition, même si ça peut être mis en place dans certaines stratégies. Donc, preuve sociale, offre et on casse les objections. Voilà, aussi simple que ça. Donc, pour résumer, j'ai tout à l'écran, mais on va apporter de la preuve sociale, de l'avis client, des UGC, des bénéfices concrets, des offres, c'est ce que je disais. Donc, casser les objections, apporter de la preuve sociale et des offres. Et ne refais pas une pub froide, rassure, relance. Les personnes, elles connaissent ta marque, elles connaissent tes produits, elles t'ont déjà vu, elles ont déjà cliqué. Ça dépend ce que tu retargetes, mais voilà ce qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce genre de message qui n'est pas froid, encore une fois, qui est warm, qui est chaud et qui part du principe que la personne connaît déjà la marque, qui ont le plus d'efficacité. Faut-il retargeter avec les emails et SMS? Oui, absolument. J'aurais dû mettre absolument parce que la pub fait le push et l'email et les SMS, WhatsApp, etc. Toutes les optimisations qu'il y a maintenant avec les automatisations, ça fait le suivi. Et le combo, il est tellement puissant pour relancer les paniers abandonnés, fidéliser et plein d'étapes du funnel qui sont incroyables et que la publicité ne permet pas de faire. Par exemple, relancer au bout de 5 minutes si la personne n'a pas complété son panier parce qu'elle a été faire autre chose, etc. C'est impossible en publicité, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Pour le coup, l'email, le SMS et le WhatsApp sont très très forts à ce niveau-là. Et pour compléter la publicité, il n'y a rien de mieux. Et un e-commerce qui gère un très bon site, plus une très bonne acquisition en publicité et en organique, et une très bonne fidélisation et toutes ces automatisations, email, etc., c'est une marque qui fonctionne à tous les coups. Question numéro 23 maintenant. Comment calculer la lifetime value? Donc là, c'est assez simple, encore une fois, c'est des calculs qui ont l'air un petit peu sorciers comme là, mais c'est le total des revenus divisé par le nombre de clients sur une période. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, maîtriser sa lifetime value, c'est maîtriser sa rentabilité à long terme. Donc c'est hyper important. Par exemple, 10 000 euros générés divisé par 100 clients, ça fait 100 euros de lifetime value à recalculer sous 30, 60, 90 jours pour ajuster la stratégie publicitaire, la stratégie de relance aussi, on le disait, au niveau des emails, des SMS, de WhatsApp, etc. Et la lifetime value, encore une fois, une lifetime value qui est maîtrisée, c'est une lifetime value qui permet de ne pas naviguer à l'aveugle. Question numéro 24. Avant d'entamer la dernière, pourquoi faire un post-purchase survey? Donc pourquoi aller chercher, pourquoi aller démarcher ses clients existants pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça permet tout simplement de connaître où ils t'ont connu, d'apprendre où est-ce qu'ils t'ont connu, pourquoi ils ont acheté chez toi, ce qu'ils ont aimé ou pas forcément. D'ailleurs, il y a des critiques qui peuvent être positives ou négatives et c'est des données qui sont
essentiel pour trouver, peaufiner tes angles créatifs et tes offres à l'avenir, que ce soit au niveau de ta structure sur ton site, dans tes emails, dans ton acquisition, que ce soit organique, en ads, peu importe. Mais encore une fois, aller chercher des informations, demander à ses clients pourquoi et tout ce que je viens de citer, et d'apprendre mieux à connaître son client grâce à tout ça. C'est gratuit, encore une fois, avec de bonnes automatisations, ça se fait tout seul, et toi tu viens de temps en temps pour aller rechercher un petit peu les informations et les dernières data que tu as pu avoir. Mais encore une fois, c'est des données qui valent de l'or, notamment par rapport à tes concurrents qui ne peuvent pas te voler ce genre de choses, qui ne peuvent pas faire ce que tu fais, puisque encore une fois, c'est tes clients qui répondent à tes questions, et si c'est bien formulé, ça peut être incroyable pour toi. Question 25 pour terminer. Comment éviter l'optimisation à outrance? Fixe-toi un plan d'action qui est concret, qui est stable, et encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment pas que tu perdes le fil, il faut être constant comme dans beaucoup de choses. Un test égale une variable égale une période. S'il y a trop d'optimisation, ça n'apporte pas assez de vision, et laisse le temps à l'algorithme de bosser. Ne touche pas tous les jours. Il y a beaucoup trop de marques qui perdent du temps et qui perdent énormément de résultats en touchant leur publicité, leur compte publicitaire, leur structure de campagne, leur créa tous les jours ou tous les 2 jours ou beaucoup trop rapidement. Encore une fois, vraiment fixe-toi un plan. Dis-toi, je vais bosser tel jour par semaine, 2 fois par semaine, à partir de tel jour, etc. Il faut un plan, il faut un planning, il faut quelque chose qui te permette d'avoir une ligne directrice dans ton testing et dans ton scaling de manière générale. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu sur toutes ces questions qui mélangent encore une fois les questions les plus recherchées sur Google que j'ai pu retrouver par rapport à Meta Ads et les questions que je peux recevoir le plus en DM. Tu retrouveras dans la description les 50 créas top performers offerts dans le premier lien, et un petit audit ads qu'on fera ensemble pendant quelques minutes. Ça pourrait être très très cool et ça t'apporterait sûrement énormément de visibilité. Donc je fais pas plus long, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes publicités et je te dis à très vite.